Avec la loi de comportement, nous avons maintenant tous les outils pour faire une étude mécanique complète. Nous allons faire ces études dans le cadre très courant, mais aussi très simple, de l'élasticité linéaire. Nous avons établi des relations valables si le matériau est homogène, isotrope, si la transformation est continue, infinitésimale, monotherme, réversible, si le domaine ne subit aucune transformation chimique, ni de changement d'état, et si le comportement est linéaire. Nous voyons clairement les contributions de l'état de contrainte initiale et de la température. Mais souvent, on considérera que les contraintes initiales sont négligeables et la température est constante, ce qui nous donne des formules encore plus simples. Il est aussi possible de donner des formulations indicielles équivalentes. Le milieu étant isotrope, ces relations sont valables dans n'importe quelle base. Il convient de noter qu'il est possible de calculer l'état de contrainte à partir de la connaissance de l'état de déformation et inversement. Il est bien entendu que pour cette loi de comportement, seuls deux coefficients sont indépendants. Si bien que nous avons des relations entre les deux coefficients de Lamé, le module Young et le coefficient de Poisson. Il est à noter que souvent le premier coefficient de Lamé est appelé le module de Coulomb ou encore module d'élasticité transversale, par opposition au module Young qui est aussi appelé le module d'élasticité longitudinale. Ces différents coefficients sont essentiellement fonction du matériau utilisé. Toutefois, ils peuvent aussi dépendre de paramètres comme par exemple la température. Les coefficients de Lamé et le module Young sont homogènes à des pressions et s'expriment généralement en gigapascal. Le coefficient de Poisson est adimensionnel. Nous avons maintenant toutes les équations nécessaires pour trouver les inconnus, mais parfois, pour un peu plus d'efficacité, nous pouvons utiliser des équations complémentaires obtenues par combinaison des équations de base. C'est le cas des équations de Navier qui traduisent le principe fondamental de la mécanique en fonction du champ de déplacement. Pour les obtenir, nous allons partir du principe fondamental de la mécanique, exprimé de façon classique en contrainte, puis utiliser la loi de comportement pour avoir des expressions en fonction des déformations. Enfin, l'utilisation des relations déformation-déplacement conduit au résultat escompté. Nous partons donc de l'équation de résultante issue du principe fondamental de la mécanique. L'introduction de la loi de comportement élastique linéaire pour un matériau isotrope nous permet d'obtenir une nouvelle formulation. Mais nous avons aussi des relations fondamentales issues de l'analyse tensorielle, ce qui nous permet d'obtenir la forme finale des équations dites de Navier. Avec l'analyse tensorielle, nous pouvons en donner deux expressions équivalentes. On peut aussi apporter une démonstration en utilisant la notation indicielle. En travaillant dans une base cartésienne, on peut relier la dérivée des composantes du tenseur des contraintes aux dérivées des composantes du tenseur des déformations. Cela nous donne alors une expression indicielle traduisant le principe fondamental de la mécanique exprimé en déformation. Il nous suffit maintenant d'utiliser les relations entre le tenseur des déformations et le vecteur déplacement pour obtenir en quelques étapes la relation indicielle traduisant les équations de Navier. La formulation indicielle est équivalente à la formulation tensorielle. On peut aussi en déduire une relation scalaire en appliquant l'opérateur divergence. On peut alors utiliser des relations issues de l'analyse tensorielle. Et en définitive, on obtient une équation scalaire qui, bien entendu, ne remplace pas complètement les équations de Navier, mais qui sera néanmoins parfois utilisée. À partir de cette équation, on constate que dans le cas d'un domaine à masse volumique constante, en équilibre et placé dans un champ de force à divergence nulle, le Laplacien de la divergence du vecteur déplacement est nul.
Un autre lot d'équations supplémentaires est donné par les équations de Beltrami, qui vont traduire en fonction des composantes du tenseur des contraintes les conditions de compatibilité des déformations. Ces dernières ont une forme relativement complexe lorsqu'elles sont données en fonction du tenseur des déformations. Pour y introduire le tenseur des contraintes, nous utilisons la loi de comportement sous la forme des équations de Hooke. On peut, à partir de cette formulation, établir un lien entre les traces des tenseurs déformation et contraintes. On utilise ensuite la forme scalaire des équations de Navier. Nous avons aussi des formules d'analyse tensorielle. Et pour compléter, on peut utiliser le principe fondamental de la mécanique, ce qui nous permet d'obtenir une nouvelle formulation des équations de compatibilité. Équation qui peut avoir une déclinaison sous forme indicielle. Comme dans le cas des équations de Navier, on obtient une formulation simplifiée dans le cas d'un domaine à masse volumique constante, en équilibre, et placé dans un champ de force volumique à divergence nulle. Les études mécaniques que nous avons à faire ont pour but de dimensionner les structures en fonction des chargements appliqués. Mais dans le but d'économie d'énergie, il faut éviter d'utiliser trop de matière, ce qui nous conduit à un dimensionnement à minima. Pour cela, il faut venir aux limites de comportement de notre matériau sans en dépasser les frontières. Cela nous conduit à exprimer ces frontières qui vont être déterminées par des expériences. On pourrait définir ces frontières dans l'état de déformation, mais en fait on les exprime en fonction de l'état de contrainte. Comme nous avons vu que ce dernier était essentiellement déterminé dans une base principale par ses valeurs propres, on peut envisager que l'expression déterminant la frontière soit une relation entre les contraintes principales. Cela revient à dire que l'on peut travailler dans un espace tridimensionnel, les coordonnées sur les axes de base étant les valeurs propres de l'état de contrainte étudié. Donc, pour chaque état de contrainte, on pourra associer un point dans cet espace. En particulier, le point origine du repère est associé à l'état de contrainte nulle. Un bipoint représente l'évolution d'un état de contrainte dans un nouvel état. Et dans cet espace, il existe une surface fermée, enfermant nécessairement le point origine et définissant le monde permissif de l'état de contrainte. Tout point situé dans le domaine délimité par la surface fermée représente un état de contrainte autorisé. Mais lorsque ce point est situé sur la surface enveloppe, on peut considérer que nous sommes en état limite. Le problème est que cette représentation est tridimensionnelle et donc difficilement exploitable. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de déterminer cette surface enveloppe par une représentation bidimensionnelle, celle du plan de Moore, plan dans lequel tout état de contrainte sera représenté par un tricercle. Pour déterminer cette surface enveloppe, nous allons nous appuyer sur les tests et expériences. Le résultat le plus simple à mettre en évidence est celui obtenu par un essai de traction uniaxiale. Cet essai nous permet d'obtenir, en certains points de l'éprouvette, un tenseur des contraintes très simple, caractérisé par une seule valeur non nulle, celle de la contrainte normale dans la direction de traction. On obtient facilement les trois contraintes principales dont deux sont nulles. Cela nous donne un tricercle de Moore très particulier, puisque deux cercles sont confondus et que le troisième cercle est un cercle de rayon nul positionné sur le point origine du repère. Expérimentalement, on constate que lorsque l'on a atteint une certaine contrainte, dite limite d'élasticité en traction, notre matériau entre dans le domaine plastique caractérisé par des déformations irréversibles. Il existe donc un tricercle de Moore limite caractérisé par cette limite d'élasticité en traction. Tant que notre contrainte de traction est inférieure à cette limite d'élasticité en traction,
le domaine reste avec la loi de comportement élastique linéaire. En conséquence, tout état de traction uniaxiale donnant un tricercle à l'intérieur du cercle précédent est considéré comme étant encore à loi de comportement élastique linéaire. De façon symétrique, on peut s'intéresser à l'essai de compression uniaxiale d'une éprouvette. En certains points de l'éprouvette, le tenseur des contraintes se présente sous la même forme que dans le cas de la traction uniaxiale, mais cette fois la contrainte normale dans la direction de la sollicitation est négative. Le tricercle de Moore se positionne alors dans la partie négative des contraintes normales. Et l'on obtient aussi un tricercle limite. En général, la limite d'élasticité en compression uniaxiale est, en valeur absolue, supérieure à la limite d'élasticité en traction uniaxiale. Une sollicitation de cisaillement peut être obtenue par exemple dans le cas d'une éprouvette se présentant sous la forme d'un tube circulaire de faible épaisseur et sollicité en torsion. Dans un repère cylindrique naturel, le tenseur des contraintes ne fait alors apparaître qu'une composante tangentielle. On peut alors facilement préciser les composantes de ce tenseur contrainte dans la base des vecteurs propres. On peut en déduire la forme du tricercle de Moore. En pratique, on constate à nouveau que, si l'on veut rester dans le domaine d'élasticité linéaire, la sollicitation imposée à l'éprouvette ne doit pas dépasser une certaine valeur limite, ce qui impose un rayon maximal au plus grand des cercles. La sollicitation de compression isotrope est obtenue en appliquant une pression uniforme sur la surface extérieure délimitant l'éprouvette d'étude. On obtient alors en tout point du domaine un tenseur contrainte proportionnel au tenseur identité. Le tricercle de Moore se réduit à un point tracé sur l'axe normal du plan de Moore dans la partie négative. Concrètement, on ne peut pas faire apparaître de limitation, quelle que soit la pression appliquée. Lorsqu'elle est supprimée, le domaine reprend sa forme et ses dimensions initiales. On est donc constamment dans le domaine élastique linéaire. On constate donc que, suivant la sollicitation, nous avons plusieurs réponses. Est-il possible à partir de tous ces résultats d'uniformiser la réponse? C'est la tentative du critère de limite élastique de Moore-Kakko. Pour l'exprimer, il suffit de partir de l'ensemble des cercles limites précédemment obtenus. L'idée est que, dans ce plan de Moore, il existe une courbe enveloppe de toutes ces conditions limites, et aussi d'autres obtenues avec des essais combinés, comme par exemple de la traction-torsion. Dans le cas d'une sollicitation donnant un tricercle de Moore à l'intérieur de la courbe enveloppe, le domaine reste dans le domaine élastique. Par contre, dès lors que le tricercle est séquent avec la courbe enveloppe, cela signifie que l'on est sorti de la loi de comportement élastique linéaire. Il faut alors soit reprendre les calculs avec une nouvelle loi de comportement, soit modifier le chargement ou la structure pour rester en dessous de la limite. Cette solution de critère de limite élastique est certainement une bonne réponse, mais il faut établir la courbe limite, ce qui nécessite de nombreux essais, ce qui est trop onéreux pour être employé. Il est préférable de trouver d'autres solutions pour établir les limites d'utilisation de la loi d'élasticité linéaire. Parmi ces autres solutions, le critère de von Mises est l'un des plus fréquemment utilisés. L'idée est que le matériau ne peut emmagasiner de l'énergie de déformation que jusqu'à une certaine limite. Nous connaissons l'expression différentielle de cette énergie de déformation. L'intégration est simple dans le cas d'une loi de comportement élastique linéaire qui traduit une proportionnalité entre l'état de contrainte et l'état de déformation. Mais une simple limitation de l'énergie de déformation ne permet pas de prendre en compte les résultats de l'essai de compression isotrope pour lequel il n'existe aucune limite de chargement. Cet essai se traduit par un état de contrainte purement sphérique, sans partie déviatorique.
il est suggéré de décomposer l'énergie de déformation en partie sphérique et en partie déviatorique. Il est à noter qu'il existe un découplage complet entre ces deux contributions. Pour définir la limite d'élasticité, le critère de von Mises se traduit par une inégalité. En utilisant les résultats de l'essai de traction, on peut fixer la valeur de la constante limitant l'énergie de déformation déviatorique, ce qui nous donne une expression relativement simple en fonction des contraintes principales. Un autre critère peut être obtenu en considérant que c'est essentiellement le cisaillement qui est générateur des déformations plastiques. Ainsi, il apparaît naturel de limiter la valeur de la contrainte tangentielle maximale qui correspond en fait au rayon du plus grand des cercles de Moore. On obtient alors le critère de Tresca. Ces critères sont très simples à établir et très simples à mettre en œuvre. On obtient des expressions numériques qui peuvent facilement être traitées dans des logiciels de calcul. Mais bien entendu, ces simplicités se traduisent par des pertes en efficacité, et il existe des cas où ces critères sont pris en défaut. Mais en général, ces cas correspondent à des états ayant des composantes très fortes en traction isotrope, sollicitation très dure à obtenir ou très peu fréquente dans la réalité. Dans les domaines à forte composante de compression, ces critères sont en général sécurisants. A priori, nous avons maintenant tous les outils pour traiter un problème de mécanique. Nous avons à déterminer 15 fonctions scalaires. Les 3 composantes du vecteur déplacement, les 6 composantes du tenseur des déformations et les 6 composantes du tenseur des contraintes. Dans le cas d'un comportement solide, la masse n'est pas vraiment une inconnue. À notre disposition, nous avons 15 équations. Les relations scalaires entre le vecteur déplacement et le tenseur des déformations sont au nombre de 6. L'équation de résultante issue du principe fondamental de la mécanique nous apporte 3 conséquences scalaires. Enfin, nous avons complété avec les 6 équations issues de notre loi de comportement. L'équation de continuité qui traduit la conservation de la masse est surtout utile pour des éléments fluides ou gazeux, mais elle présente très peu d'intérêt dans le cas d'un comportement solide. Toutefois, même si nous avons le bon nombre d'équations vis-à-vis du nombre d'inconnus, il nous reste une difficulté de taille. Ces équations ne sont pas linéaires, mais différentielles, et il n'est malheureusement pas possible de les résoudre analytiquement. On peut par exemple utiliser une méthode numérique en utilisant les éléments finis et l'ordinateur pour donner des résultats approchés. Mais il est nécessaire de caler ce procédé numérique, et pour cela, il est bien de connaître, au moins pour quelques cas particuliers, des réponses analytiques. La détermination de ces solutions nécessite des simplifications, mais elle est aussi basée sur le fait que la réponse existe et est unique. C'est le cas lorsque l'on associe un champ de contrainte statiquement admissible à un champ de déformation cinématiquement admissible. Regardons ce qui se cache derrière ces deux vocables. Considérons l'ensemble des champs de contrainte. Dans cet ensemble, certains ne respectent pas le principe fondamental de la mécanique, mais bien entendu, nous nous intéresserons tout spécialement à ceux qui sont en accord avec ce principe. D'autre part, nous avons aussi un sous-ensemble désignant les champs de contrainte en cohérence avec les conditions de chargement imposées sur la surface du domaine étudié. Et bien entendu, le champ de contrainte que nous recherchons doit satisfaire à ces deux conditions. Tous les champs de contrainte, dans ce cas, sont dits statiquement admissibles. De façon duale, on peut s'intéresser à l'ensemble des champs de déformation. Il y a un sous-ensemble qui représente les champs de déformation en accord avec les équations de compatibilité. Puis il y a un autre sous-ensemble dans lequel on retrouve les champs de déformation permettant de satisfaire aux conditions limites sur les déplacements imposées en surface du domaine d'étude. À nouveau, seuls les champs de déformation respectant ces deux conditions sont ceux qui nous intéressent.
On parle alors de champ de déformation cinématiquement admissible. Par l'intermédiaire de la loi de comportement, on peut définir de nombreux couples entre ces deux grands ensembles. Dans le cas d'un problème pour lequel chaque point de la surface délimitant le domaine, on peut définir soit le chargement, soit le déplacement, on démontre qu'il n'existe qu'un seul couple constitué par un tenseur contrainte statiquement admissible et un tenseur déformation cinématiquement admissible, ces deux états tensoriels étant reliés entre eux par la loi de comportement. C'est le théorème d'unicité de la solution. La démonstration de ce théorème peut se faire par l'absurde. En effet, si l'on admet qu'il existe deux solutions différentes pour une sollicitation donnée, en appliquant le théorème de superposition et en faisant la différence entre ces deux solutions, on obtient un état de contrainte non nul pour une sollicitation nulle. Avec ce théorème d'unicité, nous pouvons envisager une méthode de détermination de solution d'un problème de mécanique basée sur la notion de schéma de résolution. L'idée est de partir d'hypothèses spécifiques à l'étude, hypothèses permettant de réduire le nombre d'inconnus et de paramètres. Par exemple, dans un problème parfaitement axi-symétrique, on pourra considérer que l'angle de position angulaire n'est pas un paramètre de ce problème. Ensuite, on essaie de démontrer que ces hypothèses permettent d'avoir un champ de contrainte statiquement admissible, associé par l'intermédiaire de la loi de comportement à un champ de déformation cinématiquement admissible. Ceci implique quelques calculs et vérifications. Si l'on peut obtenir un tel binôme, alors, par le théorème d'unicité, on peut affirmer détenir la solution du problème. Il existe plusieurs schémas de résolution possibles. On peut par exemple formuler des hypothèses sur l'état de contrainte. Ensuite, on vérifie le principe fondamental de la mécanique. Si les hypothèses ne permettent pas de respecter ce principe, il faut les revoir. Par contre, si nous n'avons pas d'incompatibilité, on peut poursuivre en testant les conditions aux limites sur les forces imposées en surface du domaine. Dans le cas où ce test est positif, le tenseur des contraintes étant statiquement admissible, on peut alors passer au calcul des composantes du tenseur des déformations en utilisant la loi de Hooke. Puis, on regarde si le tenseur obtenu respecte les équations de compatibilité. Enfin, on termine en testant les conditions aux limites en déplacement imposées. Si tous ces deux derniers tests sont positifs, le tenseur des déformations étant cinématiquement admissible, alors on détient la solution de notre problème. Il est à noter que ce schéma de résolution peut être simplifié si nous n'avons aucune condition aux limites sur les déplacements. En effet, dans ce cas, on peut se contenter de valider les équations de compatibilité en les vérifiant sous forme de contrainte, c'est-à-dire en employant les équations de Beltrami. On peut aussi avoir un schéma de résolution en formulant des hypothèses sur le champ de déplacement. Ensuite, on vérifie les conditions aux limites sur les déplacements. Puis, on peut calculer les composantes du tenseur des déformations. Comme ce tenseur est obtenu à partir d'un champ de déplacement, il n'est pas nécessaire de vérifier les équations de compatibilité. À ce stade, l'état de déformation est cinématiquement admissible. On peut alors définir le tenseur des contraintes par l'utilisation des lois de Lamé. On peut ensuite tester le principe fondamental de la mécanique et terminer en vérifiant les conditions limites sur les forces. Si tous les tests sont positifs, on détient la solution du problème. Si à partir des hypothèses émises, il n'est pas possible de vérifier l'un des tests du schéma utilisé, il faut alors revoir ces hypothèses.
Regardons comment cette méthode nous permet de trouver l'état de contrainte et de déformation dans le cas d'un corps homogène de forme quelconque sollicité par une pression constante appliquée sur sa surface extérieure. En imposant cette pression, on constate que le corps ne change pas de forme, mais simplement de volume. Ce constat va nous permettre de construire notre schéma de résolution. L'hypothèse de départ sera faite sur l'état de déformation. Le fait qu'il n'y ait pas de changement de forme dans l'application du chargement nous conduit à imaginer que la partie déviatorique du tenseur des déformations est nulle. Donc notre tenseur déformation est purement sphérique, c'est-à-dire proportionnel au tenseur identité. A priori, le coefficient de proportionnalité est dépendant du point d'étude. Ne pouvant guère faire autre chose, nous allons regarder ce que cela donne sur le tenseur des contraintes. Ce dernier est obtenu par application de la loi de Lamé. La trace du tenseur des déformations est très simple à obtenir et au final, on constate que le tenseur des contraintes est lui aussi proportionnel au tenseur identité. On peut maintenant regarder ce que nous donne le principe fondamental de la mécanique. Le domaine est en équilibre, donc le terme associé à l'accélération est nul. D'autre part, comme le seul chargement est celui imposé par la pression sur la surface du domaine, on peut considérer que les actions volumiques à distance sont nulles. Le principe fondamental de la mécanique nous permet de dire que la divergence du tenseur des contraintes est nulle. Cela nous conduit à trois conséquences scalaires qui montrent que ce tenseur des contraintes est le même en tout point du domaine. On peut s'intéresser à la condition aux limites sur les forces qui se traduit par le fait qu'en tout point de la surface extérieure du domaine, le vecteur contrainte selon la normale extérieure au domaine est égal au vecteur pression appliqué en ce point. Cela nous permet de déterminer la valeur de la constante. Avec ces deux conditions, de vérifier, le tenseur des contraintes est statiquement admissible. Il faut s'assurer que le tenseur des déformations est cinématiquement admissible. Pour cela, on doit vérifier les équations de compatibilité. Bien que ces équations aient une forme assez compliquée, la vérification est immédiate et évidente, car le tenseur des déformations est constant, et que les termes intervenant dans ces équations sont des dérivées secondes des composantes de ce tenseur. Maintenant, il faudrait regarder les conditions aux limites portant sur les déplacements imposés en surface du domaine. Mais en fait, nous n'en avons pas, donc elles ne sont pas déterminantes pour l'étude. On peut alors affirmer détenir la solution de notre problème. On constate que cette solution donne une expression très simple du tenseur des contraintes. En seconde application, on peut essayer de trouver la solution d'une enveloppe sous pression. Il s'agit d'un tube à section droite circulaire de longueur limitée. Du point de vue dimensionnel, il est caractérisé par un rayon intérieur RI, un rayon extérieur RE et une hauteur H. Pour tout chargement, sur la paroi cylindrique intérieure est appliquée une pression PI, alors qu'il y a une pression PE appliquée sur la paroi cylindrique extérieure. Avec ce chargement,
Il y aura bien évidemment des déformations, et celles-ci vont essentiellement être occasionnées par les déplacements radiaux constatés en tout point de la matière. Aussi, nous allons nous placer dans un repère cylindrique naturel pour faire l'hypothèse que les composantes orthoradiales et axiales du champ de déplacement sont nulles. D'autre part, pour des raisons de symétrie, on considère que les variables de position angulaire et axiale ne sont pas des variables d'état. En conséquence, la composante radiale de déplacement n'est fonction que du rayon du point considéré. Avec ces hypothèses, au lieu d'avoir un champ de déplacement caractérisé par trois fonctions scalaires, chacune dépendant de trois variables de positionnement, nous nous retrouvons avec une seule fonction scalaire ne dépendant que d'une seule variable. Il reste donc à vérifier si ces hypothèses nous permettent d'obtenir un champ de déformation cinématiquement admissible, associé par la loi de comportement à un champ de contrainte statiquement admissible. Pour cela, nous allons tout d'abord calculer les composantes du tenseur des déformations. Ce dernier représente la partie symétrique du tenseur gradient du champ de déplacement. Pour utiliser correctement cette relation, on peut exprimer les composantes du champ de déplacement en coordonnées cartésiennes et utiliser les relations indicielles déjà vues. Mais on peut aussi utiliser la déclinaison des relations déplacement-déformation en coordonnées cylindriques. On remarque que, contrairement à ce que l'on peut imaginer de prime abord, la dilatation linéaire dans la direction circonférentielle n'est pas nulle. Toutefois, après réflexion, on réalise que c'est normal, la circonférence évoluant en fonction des valeurs de pression. Il est à noter que, comme nous n'avons aucune condition aux limites imposant les déplacements, le tenseur des déformations est cinématiquement admissible. Pour le tenseur des contraintes, on utilise les formules de Lamé. Cela nous donne les composantes du tenseur des contraintes. Comme nous sommes dans les directions principales, on obtient un tenseur diagonal. Bien entendu, tout est fonction de la composante radiale du champ de déplacement. On constate aussi que la contrainte normale axiale n'est pas nulle. Pour valider cette solution, nous devons vérifier que le tenseur des contraintes que nous venons d'obtenir est statiquement admissible. Pour cela, commençons par regarder si le principe fondamental de la mécanique est satisfait sous la forme locale. Le domaine étant en équilibre, le vecteur accélération est nul. Il en est de même pour le vecteur représentant les actions à distance, car nous n'avons aucune force de volume imposée. L'équation locale de la résultante du principe fondamental de la mécanique prend alors une forme simple. Bien entendu, pour traduire correctement cette équation, il est bon de prendre les expressions en coordonnées cylindriques, ce qui apporte à nos projections sur le système d'axes des composantes non triviales. De ces trois projections, on peut remarquer que seule la première nous apporte des éléments intéressants, les deux autres étant automatiquement satisfaites. On exprime ensuite cette première équation en fonction des composantes du champ de déplacement. Cela nous conduit à une équation différentielle du second ordre vis-à-vis de la composante radiale du champ de déplacement. Il est alors possible de calculer les composantes du tenseur des contraintes. Pour s'assurer que le tenseur des contraintes est statiquement admissible, il nous suffit maintenant de vérifier les conditions aux limites en effort imposées sur les surfaces du domaine. Il faut traduire les applications de pression sur les surfaces cylindriques intérieures et extérieures, ce qui nous donne deux conditions vectorielles. Avec ces conditions, on peut alors calculer les constantes d'intégration. En particulier, celles associées aux composantes du tenseur des contraintes, ce qui permet d'obtenir les deux constantes d'intégration définissant le champ de déplacement.
Ayant calculé toutes les constantes, on pourrait croire avoir terminé et conclure sur ce résultat. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il est important de bien traduire toutes les conditions limites. En l'occurrence, il faut utiliser le fait que les surfaces extrémités de notre cylindre ne sont pas chargées, ce qui nous donne des conditions vectorielles supplémentaires. Celle-ci donne une seule relation concernant les constantes, mais ce résultat est bien évidemment incompatible avec les précédents. Cela signifie que nos hypothèses de départ ne sont pas bonnes. Après réflexion, il apparaît qu'en fait, le champ de déplacement doit avoir une composante axiale qui est due essentiellement aux effets du coefficient de Poisson. Le lecteur resté sur sa faim au niveau de cette application pourra trouver les réponses aux problèmes dans le polycopier de